Ok, bonjour à tous. Frédéric Siro, Société Oculus, ravi de vous avoir aujourd'hui pour le premier webinaire qui est webinaire sur en français. Donc aujourd'hui, le thème du jour est le Pentacam EXL et son traitement et le traitement de la cataracte et les implants premium. Et nous avons le plaisir d'avoir à cette occasion Louis Offard, basé à Marseille. Je lui laisse la scène dès maintenant. Donc Louis, je vous passe tout de suite la main. Hop, voilà, c'est fait. C'est bon? C'est parti, c'est Allez, parti. c'est parti. Alors, je m'en connecter. Un commentaire, si les participants ont des questions, vous pouvez les poser dans la petite boîte en bas à droite où il y a marqué Q&A et on posera ces questions en live donc au professeur Offard pendant sa présentation. Merci Frédéric. Oui, Tout d'abord, bonjour à tous, spécialement à mes collègues français. Hein. Nous aurions dû bientôt nous rejoindre à Paris, mais bon, dans ces circonstances un peu particulières, on bénéficie des technologies et on voit qu'on peut tout à fait faire des choses excellentes à distance. Merci à toute l'équipe d'Oculus pour l'organisation et m'avoir proposé de traiter ce sujet concernant une des dernières innovations d'Oculus, qui est le Pentacam AXL, et spécialement dans le bilan préopératoire de la cataracte et pour vous aider à choisir les patients qui peuvent notamment bénéficier d'un implant premium. Pourquoi cette question? Parce que la chirurgie de la cataracte, on le sait, maintenant on a tous la pression de nos patients qui sont exigeants, même une chirurgie de la cataracte simple doit être considérée comme une chirurgie de la cataracte réfractive. Pourquoi? Parce que les patients sont aussi bien exigeants sur leur niveau d'acuité visuelle que sur la qualité de vision. Et la balance est très équilibrée et on ne peut pas passer à côté d'un résultat excellent en chirurgie de la cataracte, quel que soit le patient et quelle que soit cette chirurgie à l'heure actuelle. Les patients sont très bien informés des possibilités que nous pouvons leur proposer. D'où l'intérêt de maximiser nos chances de réussite et d'éviter les ennuis ou les complications post-opératoires et donc d'utiliser des instruments de plus en plus performants pour mettre toutes les chances de notre côté. Et c'est l'intérêt du Pentacam, et notamment du Pentacam Excel. Donc, nous connaissons tous le Pentacam, hein, ça fait de nombreuses années que cet appareil est disponible, extrêmement utilisé en chirurgie réfractive coronéenne. Mais l'idée d'y associer un interféromètre pour réaliser une mesure de la longueur axiale permet de donner à cet instrument une autre dimension pour la chirurgie de la cataracte et notamment la chirurgie de la cataracte réfractive avec les implants premium. Pourquoi utiliser un pentacam biomètre finalement? En fait, il faut regarder les paramètres qui vont influencer la qualité de la biométrie. Quels sont-ils? Tout d'abord, la mesure de la longueur axiale, qui est assez peu sujette à des erreurs de mesure à l'heure actuelle du fait des différentes technologies possibles, qu'il s'agisse de l'interférométrie, de la mesure par OCT. Et une grande erreur de mesure de la longueur axiale est assez rare. Hein, une erreur, vous voyez, entre 0,25 et 0,33 mm entraîne une erreur d'une dioptrie de calcul biométrique, ce qui est une éventualité finalement assez rare du fait des technologies dont nous disposons. La problématique, c'est plutôt la mesure de la kératométrie. C'est un problème complexe depuis des décennies. Quelle kératométrie mesurer et comment la mesurer? Donc les technologies sont multiples et se sont toujours heurtées à des problèmes de précision. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'extrapolation, il y a des formes cornéennes anormales, assez fréquentes, notamment les patients qui ont bénéficié d'une chirurgie réfractive qui a altéré la forme cornéenne naturelle. Donc l'erreur de kératométrie, de mesure de la kératométrie, c'est assez fréquent. Et on voit qu'une erreur de 0,1 mm entraîne déjà une différence, une erreur de 0,5 dioptrie dans le résultat biométrique, ce qui est pratiquement notre marge d'erreur systématique dans une chirurgie de la cataracte. Également, une erreur de mesure de l'axe du cylindre va entraîner une sous-correction de celui-ci assez rapide. On voit que 10 degrés entraîne une sous-correction de 30 degrés, de 30% du cylindre corrigé. Donc ça aussi, c'est une erreur fréquente. Donc clairement, la mesure kératométrique est le paramètre critique à l'heure actuelle de la biométrie. Alors pourquoi utiliser un Pentacam Excel? Parce que les collègues vont vous dire, mais je suis très satisfait de mon Master, hein, qui est bien évidemment un appareil extrêmement répandu, très utilisé en biométrie, qui a fait les preuves de son efficacité. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que dans les études
disponible à l'heure actuelle sur la technologie Pentacam AXL, celui-ci est tout à fait comparable en termes de résultats par rapport à la technologie Eagle Master déjà bien éprouvée. Les seules différences que l'on puisse trouver, c'est notamment sur la mesure de la kératométrie, où on observe une différence entre les deux appareils. Les mesures de longueur axiale, de profondeur de la chambre antérieure sont tout à fait corrélées avec les résultats obtenus avec Eagle Master. Donc la technologie, on sait déjà qu'elle est au moins équivalente à l'existant. Par contre, sur l'aspect des paramètres cornéens, le Pentacam, c'est un topographe d'élévation, ce que n'est pas l'Eagle Master. Et là aussi, les études montrent que le Pentacam a une meilleure reproductibilité, c'est-à-dire si vous multipliez les mesures chez le même patient à plusieurs reprises, vous allez avoir un taux de reproductibilité, de cohérence avec lui-même du Pentacam supérieur à l'Eagle Master. Donc d'où l'intérêt d'utiliser la mesure kératométrique du Eagle Master associée à une mesure de longueur axiale fiable pour obtenir le meilleur résultat. De nombreuses études sont disponibles dans des journaux importants et qui confirment ces résultats, tout au moins au minimum d'équivalence de la technologie Pentacam AXL versus le Eagle Master et une supériorité sur le plan kératométrique. Donc, comment appliquer cette technologie à la chirurgie du cristallin? Pour toute chirurgie du cristallin, on va pouvoir utiliser le Pentacam AXL pour le screening préopératoire des patients et notamment dépister des anomalies cornéennes, mais aussi, dans un contexte, ne l'oublions pas, de plus en plus médico-légal, par exemple d'avoir un grading, d'avoir un score de cataracte chez nos patients, éventuellement opposable. Donc, ce screening va se réaliser en 4 étapes successives qui vont permettre de dépister des patients éventuellement à risque. Tout d'abord, on va utiliser le module Fast Screening Report du Pentacam, donc qui est bien connu des chirurgiens réfractifs. Le Fast Screening Report, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse multivariée, c'est-à-dire en un seul écran, où vous allez avoir simultanément 12 paramètres cornéens et du segment antérieur qui sont analysés. Et en fonction de l'analyse de ces 12 paramètres, vous allez obtenir un score, vous voyez, assez intuitif, vert, tout va bien, jaune, attention, en détail, attire l'attention, et le rouge, il y a une anomalie. Et donc, ce score composite associe aussi bien des mesures cornéennes que de profondeur de la chambre antérieure, donc une analyse globale du segment antérieur qui permet tout de suite d'allumer un message d'alerte si nécessaire. Une analyse plus fine va être amenée par le Belin Ambrosio, notamment si le Fast Screening Report précédemment vu est anormal. Le Belin Ambrosio va notamment permettre de confirmer la présence d'une anomalie, d'une des phases cornéennes, notamment d'une anomalie de la phase cornéenne postérieure pour dépister une ectasie cornéenne débutante, qu'elle soit naturelle, qu'il s'agisse d'un kératocone, ou éventuellement dans le cas d'une chirurgie réfractive, voire une forme cornéenne anormale. Donc le Belin Ambrosio aussi bien connu des chirurgiens réfractifs, avec l'analyse optimisée à la recherche d'une ectasie cornéenne, et puis les bases de données pour comparer la pachymétrie et la pente cornéenne par rapport à une population. Donc c'est assez intuitif également, et là aussi, les messages d'alerte vont s'allumer sous forme jaune s'il y a un doute, ou rouge s'il y a quelque chose, une anomalie rédhibitoire au niveau de l'examen. L'étape suivante va consister à également examiner ce qu'on appelle la densitométrie cornéenne. Donc ça, c'est un outil un petit peu moins connu, mais dont on parle de plus en plus dans les publications, dans les congrès, donc c'est très utile. Par exemple, dans ce cas, chez ce patient, donc l'analyse de la densité cornéenne va mettre en évidence une hyperréflectivité qui est localisée. Cet outil est très performant, et si on regarde plus en détail, on va savoir exactement où se trouve cette hyperréflectivité, mais à quoi peut-elle correspondre? Dans le cas de ce patient, il s'agissait d'une dystrophie de Fuchs non détectée. C'est un cas auquel on peut être confronté, un examen un peu rapide ou une dystrophie de Fuchs débutante. On peut tout à fait passer à côté d'une anomalie endothéliale débutante qui entraîne des aberrations de haut degré. Et bien sûr, en cas d'implantation multifocale associée, le résultat sera probablement mauvais et ouvrira des conflits éventuels avec le patient. D'autant que la microscopie spéculaire n'est pas un examen systématique en préopératoire. Donc, vous voyez, en un simple clin d'œil, on peut observer une anomalie cornéenne qui s'est passée inexistante. De la même façon, sur cet aspect de densitométrie, on observe une hyperactivité beaucoup plus étendue, mais plus superficielle. Et si on regarde bien, celle-ci, elle prend vraiment une forme parfaitement circulaire. Et en fait, c'est le patient qui, à l'interrogatoire, ne vous avait pas rapporté sa procédure de LASIK une vingtaine d'années auparavant. Il avait oublié. Et bien sûr, si on n'y prête pas attention,
notamment sur les chiffres kératométriques, le résultat va être largement faussé. Et bien sûr, on imagine la situation en cas d'implantation multifocale associée si on n'a pas utilisé une formule de calcul adaptée à ce type de cas. Donc c'est un outil très simple qui permet d'éviter un certain nombre de désagréments post-opératoires. Et enfin, l'aspect plus médico-légal à l'heure actuelle, donc qui n'est pas encore bien rentré dans les mœurs, mais peut-être un jour, on nous demandera ce score préopératoire d'opacification du cristallin, ce qu'on appelle le PNS, dans le pentacam, et qui vous donne un pourcentage d'opacification du cristallin. Ça a l'intérêt également de fournir des images très pédagogiques pour le patient. On lui explique de votre problème là, vous avez une cataracte nucléaire, ce qui explique votre baisse d'acuité visuelle. Donc ça aussi, c'est également un outil très intéressant et qui va certainement se développer. Donc ça, c'est le screening de la chirurgie de la cataracte, lambda, pas forcément associé à un implant premium, mais qui permet en tout cas d'apporter des réponses aux patients et d'éviter des erreurs simples en préopératoire. Lorsqu'on utilise un implant premium, il s'agit d'un implant multifocal ou d'un implant torique, voire d'un implant à profondeur de champ, il faut rajouter à ce screening de base certains examens qui vont être extrêmement simplifiés par l'interface du pentacam. Le but, c'est de dépister les facteurs de risque, les patients avec des facteurs de risque de mauvais résultats, avec des amétropies post-op résiduelles ou des phénomènes photiques. Et donc, on va utiliser l'interface dénommée Cataract Pre-Op Display dans le pentacam, qui associe les machines Shuv à une carte de courbure cornéenne sagittale extrapolée à partir de la topographie d'élévation, une carte de puissance cornéenne totale, une carte de pachymétrie et des indices que nous allons regarder de plus près. Tout d'abord, le premier paramètre à évaluer chez un patient chez qui on envisage une implantation multifocale va être regarder le taux d'aberration de haut degré du patient. Comment objectiver ce chiffre sur le pentacam? On voit ici un zoom de la zone d'indice du cataract Pre-Op Display. Et en fait, on va regarder ce chiffre, le WFA, Wavefront Aberration, de haut degré, qui, pour simplifier, va correspondre à l'astigmatisme irrégulier. Et vous avez un chiffre en regard. Ce chiffre doit être inférieur à 0,3 microns pour envisager une implantation multifocale sereinement pour une pupille de 4 mm. Bien sûr, en abérométrie, le diamètre pupillaire est important et on peut retenir ce taux de 0,3 microns pour une pupille de 4 mm pour envisager un implant multifocal chez un patient. Le deuxième paramètre à observer va être le taux d'aberration sphérique du patient, qui est également un facteur pronostique, notamment d'effets secondaires à type de halo, ce qu'on appelle les effets photiques. Toujours de la même façon, vous allez regarder la rubrique juste au-dessus du taux d'aberration total, qui est donc la sphéricité du patient. La sphéricité chez l'homme est d'environ de 0,1 à 0,2 microns. Il faut savoir que les implants monofocaux sphériques sont inducteurs d'aberration sphérique positive. Et bien sûr, l'objectif de la chirurgie de la cataracte est de conserver ce taux d'aberration naturel chez le patient pour préserver la profondeur de champ et également la qualité de vision. Donc si on a un taux d'aberration sphérique, donc le fameux Z40 en abérométrie inférieur à 0,1 micron, on va peut-être utiliser un implant sphérique justement pour induire des aberrations sphériques positives et augmenter ce taux d'aberration sphérique qui est assez bas pour se rapprocher du taux d'aberration souhaitable aux alentours de 0,2. Au contraire, si vous avez déjà un taux d'aberration sphérique élevé, très positif, si vous rajoutez par-dessus un implant sphérique, vous allez augmenter cette aberration sphérique positive et vous allez dégrader la vision de loin et également dégrader la vision de près. Donc chez ces patients, l'intérêt, c'est peut-être d'utiliser un implant asphérique, qui sont bien sûr très répandus à l'heure actuelle et qui sont, pour la plupart d'entre eux, inducteurs d'aberration sphérique négative. Donc, au lieu d'augmenter l'aberration sphérique, qui est déjà positive chez ces patients-là, on va plutôt avoir tendance à la contrôler, voire légèrement la diminuer. Donc voilà un chiffre également intéressant qui va vous permettre de choisir le type d'implant que vous pouvez proposer aux patients, mais également avoir un facteur pronostic. La troisième évaluation, c'est l'appréciation du cylindre cornéen total. Alors ça, c'est très important, bien sûr, en chirurgie multifocale, et encore plus en chirurgie d'implantation torique. Pourquoi? On va utiliser un outil très intéressant qui s'appelle le TCRP, c'est-à-dire Total Corneal Refractive Power, donc qui vous est donné dans la zone d'indice du cataract Display.
C'est-à-dire, vous avez l'analyse de la face antérieure, vous avez le cylindre de la face antérieure, vous avez le cylindre cornéen total, c'est-à-dire de la face antérieure et de la face postérieure, et la différence entre les deux, en termes de puissance et en termes de décalage d'axe. Donc, bien évidemment, ça vous donne l'influence de l'astigmatisme cornéen postérieur pour choisir le type d'implant que vous souhaitez. Hein, s'il y a un grand décalage entre la face antérieure et la face postérieure, ça va modifier la puissance de votre implant torique et peut-être vous faire choisir un implant multifocal torique chez un patient qui nécessite une implantation multifocale. En pratique, vous voyez cette patiente opérée de chirurgie hypermétropique avec une face antérieure très prolapse. Lorsqu'on analyse l'astigmatisme cornéen antérieur, celui est d'1,1 dioptrie. Le cylindre total est de 2 dioptries, donc il y a une influence pratiquement la moitié de 50% de l'astigmatisme au niveau de la face postérieure, avec un décalage d'axe, vous voyez, de 43 degrés. Hein, donc, ce qui est très important à prendre en compte chez ces patientes pour une éventuelle chirurgie complémentaire, peut-être pas multifocale, hein, étant donné le taux d'aberration important chez les patientes. Mais si elle nécessite une implantation éventuellement torique pour compenser dans un deuxième temps la métropie résiduelle, c'est un paramètre, bien sûr, à ne pas négliger, si on ne prend pas à compte un risque d'erreur résiduelle important. Et il ne faut pas oublier que l'astigmatisme antérieur et l'astigmatisme postérieur vont s'additionner ou au contraire s'opposer, ce qui va modifier l'astigmatisme total. La plupart des patients ont un astigmatisme conforme à la règle, et également dans la plupart des situations, l'astigmatisme de la face postérieure est également conforme à la règle au niveau de la face arrière cornéenne. Donc bien sûr, les deux vont s'additionner. Au contraire, un patient qui a un astigmatisme contre la règle va présenter dans la plupart des cas un astigmatisme conforme à la règle au niveau de la face postérieure, et les deux vont se soustraire. Donc, vous allez avoir tendance peut-être à diminuer votre implantation torique en cas d'astigmatisme conforme à la règle, et au contraire, augmenter votre cylindre implanté en cas d'astigmatisme non conforme à la règle. Donc, ça, ce sont des paramètres qui sont bien connus maintenant, qui sont directement intégrés, dans la plupart des cas, dans les calculateurs fournis par les fabricants d'implants. Tout ceci pour améliorer, en plus du contrôle de l'axe, avec les outils que l'on a maintenant au bloc opératoire de réalité virtuelle dans nos oculaires de microscope, bien sûr, la prise en charge de ces cylindres cornéens postérieurs est également important pour réussir une implantation torique de bonne qualité à l'heure actuelle. Et enfin, un dernier paramètre, hein, c'est celui de décalage des axes visuels, de l'axe de la pupille. Alors, dans le Pentacam, c'est une petite particularité, donc on ne parle plus d'angle kappa. Hein, l'angle kappa, c'est l'angle entre l'axe visuel et le centre pupillaire. Maintenant, la définition est plutôt celle de ce qui s'appelle la corde mue. En fait, c'est la distance entre cet axe visuel et cet axe pupillaire. Et on va parler donc en millimètres. Hein, mais c'est équivalent, c'est la même définition, simplement par une distance, d'une corde, et pas d'un angle. Et cette distance, qui vous est donnée directement dans le calculateur du Pentacam, hein, je vais vous en parler dans quelques instants, mais c'est la présentation du résultat biométrique chez votre patient. Vous avez ce paramètre, la corde mue, qui doit être inférieur à 0,42 mm pour envisager un implant multifocal, pour ne pas avoir un décalage trop important entre l'axe pupulaire et l'axe visuel, et là aussi diminuer les phénomènes désagréables en post-opératoire pour les patients. Une fois que nous avons réalisé cette checklist, hein, donc oui, il y a un certain nombre d'étapes, hein, mais une fois qu'on en prend rapidement l'habitude, pour le dépistage de masse, on va dire de la chirurgie de la cataracte, et le dépistage plus raffiné pour un implant premium, cela prend quelques instants, hein, parce que tout est rassemblé sur quelques écrans uniquement du Pentacam. Hein. La mesure a été effectuée en une seule fois, bien évidemment, donc l'ensemble des paramètres est immédiatement disponible. Ben, on va passer à l'étape biométrique, hein, c'est-à-dire votre mesure d'angle axial a été réalisée, votre mesure biométrique a été réalisée, et vous obtenez cet écran hein, qui va rassembler l'ensemble des paramètres évalués, la longueur axiale, la kératométrie, la profondeur de la chambre antérieure, les décalages des axes, et en fonction de la façon dont vous avez réglé votre interface, vous allez avoir vos implants préférés, on va voir qu'on peut en déterminer un certain nombre, classés selon certaines rubriques, pour des calculs biométriques sphériques simples, des calculs toriques, voire des calculs post-réfractifs, et vous avez les valeurs d'implants disponibles immédiatement. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir également optimiser votre résultat, c'est-à-dire que en fonction de vos résultats post-opératoires, vous allez pouvoir les implémenter progressivement dans le Pentacam. Vous allez donc spécifier le type d'implant qui a été proposé au patient.
ce qui va vous permettre donc de créer une base de données spécifique par implant. Et surtout, vous allez pouvoir rentrer vos résultats visuels post-opératoires, ce qui va permettre de modifier automatiquement votre constante chirurgien et d'encore affiner votre résultat biométrique au fur et à mesure des procédures. Donc il y a vraiment une customisation du biomètre qui est très intéressante et un follow-up qui va vous permettre d'encore améliorer vos résultats progressivement. Cette customisation, cette personnalisation du calculateur, c'est extrêmement souple. Hein. Vous voyez l'interface de programmation de votre biomètre. Vous pouvez choisir jusqu'à 18 implants différents par chirurgien, avec à chaque fois une formule préférée. Vous voyez, c'est classé donc, selon des implants pour les calculs sans complexité particulière, les implants toriques également. Hein. Vous allez obtenir directement le plan d'implantation de votre implant, de la même façon que lorsque vous allez sur l'interface web des fabricants d'implants. Là, vous allez l'avoir directement dans votre biomètre. Et enfin, les cas plus complexes, hein, avec les formules utilisées pour les patients ayant déjà bénéficié d'une chirurgie réfractive, qu'il s'agisse notamment de chirurgie myopique ou de kératotomie radiaire. Donc tout ça est à régler une seule fois. Une fois que vous avez paramétré votre biomètre de la façon souhaitée, vous allez obtenir les résultats de manière extrêmement simple en quelques clics. Également un contrôle qualité. Bien évidemment, le biomètre va attirer votre attention s'il y a une grosse discordance entre les deux yeux du patient, notamment en termes de longueur axiale, mais également de calcul kératométrique. Il y a donc un contrôle qualité pour, là aussi, allumer un signal d'alarme si l'appareil détecte une anomalie, bien sûr, là aussi pour éviter des erreurs de calcul post-opératoire. Les formules sont directement intégrées dans le biomètre, et bien évidemment, c'est évolutif, hein, qu'il s'agisse de la base de données des implants, éventuellement coordonnée avec YouLib, mais également au niveau de la génération de nouvelles formules de calcul. Tout est implémenté automatiquement dans votre Pentacam. À l'heure actuelle, il y a déjà un certain nombre de formules disponibles, hein, avec bien sûr les formules classiques, il s'agit de SRKT, les formules de génération plus récente, avec OLAD, OFORQ, IGIS, Barrel, et enfin le ray tracing de la formule Goldstein qu'on peut utiliser aussi bien pour les cas simples que pour les cas complexes en post-opératoire. Certaines formules ont été développées, notamment pour les procédures post-réfractives, spécifiquement pour le Pentacam, telles que la formule de Potvin-Chamas hein, pour les procédures de LASIK myopique, ou de Potvin-Hill pour les kératotomies radiaires, pour les calculs biométriques sur la kératotomie radiaire. Donc c'est des formules spécifiquement optimisées pour le Pentacam. On verra un exemple plus tard. Donc c'est une formule sans histoire clinique, hein, c'est ça qui est intéressant. On n'a pas nécessité d'avoir à disposition des valeurs préopératoires du patient qui souvent ont été égarées et ne sont plus disponibles, et des formules qui nécessitent au contraire l'histoire réfractive du patient, hein, telle que les classiques formules du double K que l'on utilisait jusqu'à très récemment pour ces cas, mais qui nécessitent d'avoir l'histoire réfractive du patient à disponibilité. Et enfin, des formules directement développées pour les implantations toriques, avec notamment la formule de Savigny. Voilà un modèle de biométrie réalisé pour un implant torique. Hein. Vous voyez ici, on obtient directement l'axe d'implantation de l'implant, que l'on va pouvoir imprimer, éventuellement avec une aide pour déterminer l'axe de l'implant sur l'œil du patient. Il y a un lien qui existe avec les microscopes Leica. Malheureusement, ce n'est pas encore disponible avec le Callisto 2X, mais on peut espérer que l'évolution future nous permette d'injecter directement ces données dans nos microscopes, à la manière du Hallmaster, par exemple, hein, ce qui serait très intéressant du fait de la diffusion de ces appareils à bloc opératoire. Voilà, une fois que vous avez imprimé ou exporté en PDF votre impression biométrique, ça c'est pour un implant simplex. Vous voyez, on va retrouver les chiffres qu'on a vérifiés tout à l'heure, l'aberration sphérique, les aberrations totales, le corps de mu, ce qui permet une dernière vérification, un dernier contrôle avant d'implanter le patient pour savoir si, bien sûr, on ne s'est pas égaré, ou un display d'implantation torique avec le plan d'implantation du patient directement disponible. Également une aide hein, que l'on peut là aussi exporter ou imprimer sous un format électronique. C'est le repère en fait de l'implantation d'un implant torique au niveau directement de l'œil du patient avec les repères habituels par rapport auxquels on va pouvoir se repérer, hein, notamment les vaisseaux limbiques, les vaisseaux conjonctivaux,
qui là aussi va apporter une aide pour la qualité du résultat post-opératoire en cas d'implantation torique. Donc voilà un panorama des possibilités du biomètre AXL. Et pour l'illustrer, on va utiliser, on va présenter deux cas. Donc un cas d'implantation d'implant EDOF, qui malheureusement, c'est compliqué de halo post-opératoire, hein, ce qui peut être une situation malheureusement presque assez fréquente, en tout cas en chirurgie réfractive cristallinienne. Et on va essayer d'analyser ce qui s'est passé chez ce patient. Donc le patient 60 ans, actif, joueur de golf, donc désireux de conserver une vision de loin d'excellente qualité, avec une baisse relativement modérée de son acuité visuelle, mais la petite mutualisation associée le gênait, notamment dans l'exercice de son sport. Donc d'où le choix, en fait, finalement, de privilégier la vision de loin, tout en lui donnant une indépendance en vision de près, et en évitant les effets secondaires non multifocales, donc en proposant plutôt un EDOF dans le type d'un AMO Symfony dans le cas de ce patient, avec un résultat post-opératoire stable au 3e mois, jour 25, donc relativement satisfaisant, mais de nombreuses plaintes du patient pour des halos invalidants. Donc si on regarde le fameux screening, que s'est-il passé chez ce patient? Donc le Fast Screening Report, dans un premier lieu, qui va permettre de rechercher une anomalie de façon globale, segmentaire de façon extrêmement simple et rapide. Aucune particularité, le patient est tout à fait dans la norme au niveau des paramètres du segment antérieur. Le Benoît Ambrosio montre peut-être une face cornéenne relativement cambrée, un peu plus que la moyenne, mais pas d'anomalie majeure, en tout cas au niveau du bilan cornéen préopératoire. Le Scheimpflug montre un début de cataracte nucléaire qui explique la myopisation du patient, et la densitométrie était normale chez ce patient-là. Lorsqu'on étudie le cataracte display préop, qui va rassembler l'ensemble de ces paramètres, qu'est-ce qu'on peut relever? On va analyser tout d'abord l'astigmatisme cornéen. Est-ce qu'il y a un astigmatisme qui était masqué? Rien de très significatif, on voit 0,4 dioptrie, tout à fait cohérent avec l'astigmatisme de la face postérieure, peut-être un petit décalage d'axe, qui peut correspondre à la cambrure de la face postérieure remarquée sur le Benoît Ambrosio. Lorsqu'on va analyser les chiffres, des aberrations sphériques un peu élevées, mais bon, si on utilise un AMO, inducteur d'aberration sphérique négative, bon, a priori, c'est pas illogique, c'est pas incompatible. Et si on regarde un peu plus près, finalement, ce patient, il avait quand même un taux d'aberration d'astigmatisme irrégulier relativement important, peut-être lié à l'anomalie de la face postérieure, ce qui explique probablement les halos présentés chez le patient, avec un chiffre largement supérieur à 0,3, comme on en a parlé tout à l'heure. Un autre cas, donc là, de chirurgie réfractive cornéenne, donc un cas bien évidemment que l'on rencontre à l'heure actuelle, ces patients qui ont bénéficié dans les années 90 de chirurgie réfractive par kératotomie radiale, qui maintenant présentent une cataracte et qui sont demandeurs de retrouver leur confort réfractif initial, post-opératoire, donc avec une hypermétropolisation classique, fréquente, et un astigmatisme cornéen irrégulier assez important. Donc, d'où le choix d'utiliser chez ce patient un implant inducteur d'aberration sphérique négative simple, type un Alcon SN60, une biométrie réalisée au YOLMaster 700, un YOLMaster pas équipé du module total kératométrie, donc qui a limité finalement l'utilisation des formules à celle de la AEGIS suite, bon, qui néanmoins en chirurgie réfractive de ce type n'est pas incompatible, et un résultat qui n'est pas rédhibitoire, mais bon, on observe malgré tout une hypermétropie résiduelle, même 3 mois après l'intervention chez ce patient, donc source d'une légère déception. Bien évidemment, ce ne sont pas des cas aussi critiques que les patients en implantation multifocale, ils sont généralement beaucoup plus tolérants, mais néanmoins, une éventuelle retouche réfractive est nécessaire, ou en tout cas, il faut apporter une solution à ce patient. Et si on regarde un peu plus près, le cataracte cornéal display, pré-op display, n'était pas si mauvais que ça, avec un astigmatisme cornéen relativement cohérent entre la face antérieure et la face postérieure, bien sûr des aberrations importantes du fait des remaniements cornéens, mais rien de majeur finalement au niveau des indices. Et d'où l'idée de reprendre ce cas et de le comparer à ce que l'on aurait pu faire finalement avec le biomètre AXL, et notamment l'utilisation des formules spécifiques, telles que la POT20 HIL, qui a été développée spécifiquement pour le pentacam, que ce soit pour les chirurgies de la myopie ou post-kératotomie radiale. Et effectivement, si on reprend le type d'implant que l'on aurait
la puissance de l'implant que l'on aurait choisi sur ce patient, on aurait choisi plutôt un plus 27 par rapport à un plus 25-50. Et certainement, nous serions plus proches de l'hémétropie chez ce patient-là. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser des formules optimisées chez ces patients-là. Mais malgré tout, on voit qu'il existe tout de même une dispersion avec la barrette Pruka ou le Olsen retracing, avec vous voyez, des fortes différences entre les implants. Donc, d'où l'intérêt de bien connaître ces résultats personnels avec telle machine et telle formule, et d'utiliser les formules les plus adaptées à l'appareil que vous utilisez. Donc là, on est dans une solution globale, hein, où la formule a été adaptée à l'appareil, ce qui est certainement un gage de qualité de résultat. Professeur? Oui. Oui, il y a pas mal de formules dans le monde des IOL. Est-ce qu'il y a est-ce que certains chirurgiens ont des préférences quant à ces formules ou est-ce qu'il y a des choix personnels ou est-ce qu'on justifié purement par l'intervention? Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Mais bien évidemment, il y a des choix personnels en fonction de l'expérience de certains chirurgiens. L'intérêt, c'est que on n'a plus nécessité d'aller sur des calculateurs en ligne, comme celui par exemple de l'ASRS, où on utilisait déjà les paramètres du Pentacam qu'on rentrait sur un calculateur en ligne qui vous permettait d'accéder aux formules de dernière génération, lorsqu'elles ne sont pas protégées par des questions de copyright, hein, parce que bien sûr, il y a aussi des problématiques de propriété intellectuelle et de disponibilité des formules sur tel ou tel appareil. L'intérêt, c'est que vous avez un certain nombre de formules qui sont disponibles, sans manœuvre supplémentaire, sans coût supplémentaire, mais bien évidemment, il va falloir l'adapter à chaque chirurgien, hein, d'où l'intérêt, là aussi, d'améliorer ses résultats réfractifs en utilisant la base de données du Pentacam, en implémentant ces résultats post-opératoires, ce qui permet encore d'affiner ces formules. Et bien évidemment, chaque chirurgien va avoir ses préférences, hein, pour voir du barrette Pruka, du ray tracing, ou l'intérêt de ces dernières formules, par exemple, l'huile Chamas ou l'huile Potvin, qui sont développées spécifiquement pour la machine. Là aussi, je pense qu'il y a c'est plus qu'un couple, quoi. Il y a la formule, et puis il y a l'appareil de mesure, le biomètre et le chirurgien. Et cette tripartite, finalement, c'est ça qui fait le résultat réfractif chez ces patients-là. Bon, néanmoins, ça reste bien évidemment des cas complexes, hein. La marge de tolérance est tout de même plus grande que pour une implantation multifocale. Après, ce type de chirurgie cornéenne, les patients sont notamment plus tolérants. Mais néanmoins, ils sont tout de même exigeants d'un résultat réfractif. Et même s'il faut rester, on ne va pas leur promettre un résultat excellent d'emblée, mais on sait qu'on va s'approcher tout de même de l'hémétropie, qu'on n'aura pas de catastrophe réfractive, en tout cas. Ok. Donc l'intérêt du Pentacam, si on le résume, c'est l'utilisation d'une machine qu'on connaît bien, hein, qui est simple, notamment pour nos assistants à utiliser. Hein. On a vu en un seul clic, on a l'ensemble des mesures et l'efficacité. Hein. Donc si on appareil tout en un, il y a bien sûr un gain d'espace aussi dans nos cabinets qui n'est pas neutre. Indépendant du film lacrymal, un déclenchement automatique et opérateur indépendant, ça c'est très important pour nos assistants. On a une véritable analyse cornéenne sans extrapolation. Et surtout, c'est toujours identique. Quel que soit le cas, quel que soit le type de patient, vous allez avoir l'ensemble des mesures réalisées en un simple clic. Et vous pouvez même rétrospectivement retourner regarder le dossier de vos patients. Et si vous voulez ajuster votre implant, changer votre conduite à tenir, vous pouvez y retourner. C'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin de reconvoquer le patient pour faire une mesure complémentaire qu'on aurait oublié, par exemple. L'intérêt du Pentacam AXL, cette fois-ci, c'est d'optimiser le résultat réfractif pour l'ensemble des patients. Et on peut lister ses avantages. Le Fast Scanning Report, on l'a vu, hein, en un clin d'œil, on peut analyser l'ensemble du segment antérieur du patient et être attiré par une anomalie, même subclinique. On peut aller affiner ensuite cette analyse par l'analyse de l'astigmatisme, par exemple, et l'analyse de l'astigmatisme cornéen total, ça c'est quelque chose de très intéressant, notamment pour l'implantation torique, qui va vous permettre d'optimiser encore votre implantation torique. Alors, on a beaucoup parlé pendant des années de l'importance de l'axe de l'implantation, c'est évident, mais l'astigmatisme cornéen postérieur, il a pendant longtemps été négligé, et on voit que maintenant, c'est une question qui est systématique. Lorsque vous souhaitez calculer un implant torique, on va vous demander si vous voulez prendre en compte ou pas l'astigmatisme de la face postérieure, qui va modifier votre résultat. Donc c'est un paramètre important, bien évidemment, à prendre en compte. Les calculs pour implant torique qui sont directement implémentés dans votre biomètre, hein, vous n'avez pas besoin de transférer les chiffres sur un calculateur en ligne, ce qui peut être une source d'erreur, malheureusement. Et enfin, les
Les calculs sont totalement automatisés, hein, mais on va pouvoir, là aussi, du fait de la souplesse de l'instrument, venir jouer, si on peut dire, hein, choisir le type de formule, essayer d'optimiser le résultat au maximum, notamment avec des formules qui sont développées spécifiquement pour la machine. C'est ça qui est très intéressant, avec des publications, notamment, qui ont confirmé les résultats. Donc on n'est absolument pas dans l'expectative, on est sur l'évidence-based medicine, avec un niveau de preuve important, même dans les cas compliqués. Peut-être quelques mots pour conclure, hein, parce que le Pentacam AXL Wave, il est peut-être déjà dépassé, hein, parce que maintenant on a l'AXL Wave qui a été présenté à l'ESRS à Paris en 2019. Là, c'est un Pentacam AXL avec un abéromètre. Hein. La seule chose qu'on pouvait reprocher peut-être au Pentacam, c'était l'abérométrie, c'était pas un abéromètre. Maintenant, il y a un véritable abéromètre Hartmann-Shack qui est implémenté dans l'appareil. Donc vous avez quelque chose de très global qui va vous permettre de faire une analyse complète de la qualité visuelle de l'œil du patient, hein, qu'il s'agisse de l'aspect cornéen, cristallinien, mais également de l'aspect global de l'œil du patient. Hein. Par exemple, ici un patient où on observe finalement un résultat, enfin on extrapole son niveau de vision. Chez ce patient, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des niveaux d'aberration totale relativement élevés. Et puis, ce qui est intéressant, c'est on jette un coup d'œil sur la topographie du patient. Dans le même temps, vous voyez, sous un seul écran, vous avez l'ensemble des paramètres. Là, de quoi se rend compte? C'est que le patient il avait eu une chirurgie de lasik myopique il y a quelques années qui explique la part cornéenne, en tout cas dans les aberrations globales du patient, et qui va permettre également, là aussi, de donner un pronostic après une implantation, qu'elle soit monofocale ou multifocale, chez ce type de patient. Donc, vous avez une analyse globale en un seul essai. Vous voyez un autre aspect d'analyse visuelle du patient. On a les aberrations liées à la cornée, les aberrations totales du patient. Et là, on voit bien que la gêne visuelle du patient est liée aux aberrations internes, donc au cristallin. Donc ça aussi, c'est très pédagogique. Ça permet d'expliquer au patient que votre problème, il vient de là, c'est votre cristallin qui perturbe votre vision. Et on peut également évaluer les résultats de sa chirurgie. Hein. Ici, une implantation multifocale torique. C'est très intéressant parce qu'on voit le résultat global qui est global dans le monde. On a un peu de glaire, mais ce que l'on voit, c'est qu'on a des aberrations d'axes totalement opposés entre l'astigmatisme cornéen, voilà, l'astigmatisme interne hein, qui est lié à l'implant torique, et finalement le résultat qui montre bien la compensation des deux phénomènes pour donner bien sûr le meilleur résultat chez nos patients. Voilà, donc ça c'est pas le futur, hein, c'est déjà le présent, on va dire, et on a hâte également de l'essayer. Frédéric, je te rends la parole et je reste à votre disposition, bien entendu. Oui, merci Louis, tout le monde m'écoute bien, j'imagine. Donc, effectivement, le Pentacam Wave, il arrive sur le marché. Les 3 premiers vont être livrés dans les semaines à venir en Belgique et en France. J'en profite aux participants, si vous avez des questions particulières à poser, c'est le moment, au professeur Offar, c'est le moment. On a encore quelques minutes. Sinon, cet événement est enregistré. Il va être mis en place sur la chaîne de YouTube d'Oculus dans les jours à venir. Par ailleurs, vous aurez d'autres événements dans les semaines, voire les mois à venir, alors, dans leur majorité en anglais, mais je ne pense pas que ça posera problème pour la plupart d'entre vous. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Posez-les dans le chat. Pour l'instant, je n'en vois pas en particulier. Non, bon, très bien. D'autres commentaires, Louis, en particulier, quelque chose à rajouter ou non? Ce qui est intéressant, c'est l'ensemble de la plateforme. Hein. On a hâte également d'essayer le module couplé au Corvis, hein, parce pour rendre encore plus polyvalent cette station, et notamment pour le dépistage du kératocone fruste. Donc c'est vraiment extrêmement polyvalent comme outil, et ça répond finalement à l'ensemble de nos problèmes de cliniciens, hein, qu'il s'agisse de chirurgiens du cristallin ou de chirurgiens de la cornée. Finalement, on allie le meilleur des deux mondes en un seul appareil. C'est ça qui est vraiment intéressant, et surtout la simplicité d'utilisation pour tout le monde, aussi bien pour la prise de mesure que pour le chirurgien, avec quelque chose de très souple et très ergonomique. C'est ça qui est très sympa dans cette technologie. Très bien. Merci, professeur Offar, pour votre expertise et votre présentation. Donc, à très bientôt à tous les participants. Merci aux participants et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.